je rappellerai très succinctement, avant de présenter nos invités, quelques questions ou idées simples, mais qui sont fondamentales. Tout d'abord, on a un corps, et on ne l'est pas. Lacan disait dans un de ses séminaires, à la fin, que l'homme possède son corps comme un meuble. Lorsque nous parlons du corps, de quel corps parlons-nous? De celui du médecin, qu'il soit généraliste, légiste, spécialiste, que l'on peut appeler le réel physiologique du corps, niveau sur lequel le psychanalyste n'a usuellement que peu de visibilité. On peut évoquer donc le corps qu'a à connaître le psychanalyste, à savoir la dimension imaginaire du corps. C'est le corps vectorisé par la question du miroir que le sujet qui vient parler et qui est engagé dans cet imaginaire du corps ne cesse d'évoquer. C'est la dimension de l'imago. Et puis, il y a le corps dont Lacan se plaira à dire que le corps c'est l'autre, avec un grand A, indiquant ainsi que le corps n'est fait que de mots, que de signifiants, de lettres, et que toucher aux mots, c'est toucher au corps. Toucher au corps, c'est toucher aux mots. C'est donc insister sur le bord symbolique du corps. Ce qui intéressera l'analyste sera ainsi le nouage de l'imaginaire du corps et des mots pour le dire. Soulignons enfin que de nombreux discours actuels s'engagent dans des promesses illusoires de maîtrise toute puissante d'un corps beau, sain ou augmenté. On en parlera la prochaine fois. Jusqu'à la tyrannie d'un corps à idéaliser quoi qu'il en coûte. Qu'il s'agisse de performer avec ce corps dans des pratiques sportives intensives, dans des démonstrations d'art contemporain, ou dans des subversions queer, ou bien de le modifier dans un but esthétique, ou non. Dans quelle mesure le sujet de la modernité cherche-t-il à se faire disparaître derrière cette identité corporelle qui est souvent perçue comme une totalité, voire totalitaire. Je vais commencer par Ouchang Guilliardi. Ouchang est psychiatre et psychanalyste. Il a été attaché à la Salpêtrière pendant 25 ans. Et cette association, donc, allez voir sur Internet si ça vous intéresse, qui publie des interventions de leurs colloques. Par exemple, ici, c'est qu'est-ce que le corps pour la psychanalyse, le corps en discordance. Bon, il y en a toute une série, c'est très intéressant. Après avoir écouté Ouchang Guilliardi, on entendra une intervention d'Arnaud Alloy, qui est au bout de la table, qui est donc maître de conférence en anthropologie clinique, qui est également habilité à diriger des recherches. Donc Arnaud, tu encadres des thèses de doctorat en anthropologie et en ethnologie, je crois. Donc Arnaud, tu as été formé à Bruxelles et tu t'es intéressé au processus de transe au Brésil dans les religions d'origine africaine au Brésil. C'est bien ça? Donc ça a été ton terrain pendant 20 ans et aujourd'hui tu t'intéresses davantage aux maladies chroniques, au système de la pérédance et à la santé mentale et à la spiritualité. Donc c'est ton nouveau champ de recherche, on pourrait dire, et aujourd'hui tu vas nous parler du psoriasis dans ce contexte. C'est ça. Ensuite, nous entendrons Vin Kuan Nguyen, qui n'est pas encore arrivé parce qu'il a eu malheureusement un impératif, mais il va se joindre à nous au cours de la matinée. Il prendra le train en route. Il est kinésithérapeute et spécialiste de la chirurgie de la main. Donc il nous parlera du syndrome régional douloureux complexe. Ensuite, on a la chance d'avoir parmi nous des artistes qui sont aussi des psychologues.
ou des psychanalystes. Donc c'est le cas notamment de Fabien Duprat, qui est comédien et psychanalyste. Il y aura aussi l'intervention d'Isabelle Coutin et de Jacqueline Parienté, que vous voyez travailler à nos côtés. Donc ça sera notre fil, elle sera notre fil sur ces 3 matinées. Jacqueline est donc plasticienne et également psychologue, clinicienne. Qu'est-ce que le corps pour la psychanalyse? Pour un psychanalyste? Ou pour chacun? Un poids, une exaltation, sa réalité, son intimité, sa propriété, un lieu, son lieu. Un corps, c'est fait pour jouir, a dit Lacan un jour. Substrat, matière d'existence, tramé de signifiants. Le corps est énigme trouée, nouée, vectorisée. Rideau d'holophrase et de douleur, méconnaissance traversée de rencontres et d'étonnements. Il se fige, parfois s'arrête, est altéré, dévasté, dégusté, offert à l'autre. Il exulte, pavane, jouit de ses mouvements, abuse. Lieu de tous les plaisirs et de toutes les ivresses. On y tient, le cajole, le célèbre, le néglige, le délaisse, le déplore, le regrette. Eh bien voilà, ce texte est un texte, merci Fabien, douchant, regarde. Oui, c'est toi, que vous retrouverez dans la préface de ce livre. Il est très joli, ce texte, il est très poétique. Donc, Bouchant, c'est à toi, maintenant. Tu introduis un concept, tu introduis une notion, je ne sais pas comment l'appeler, pour montrer qu'il y a un cousinage entre tout ce qui est somatique, je le dis comme ça, très souvent, et la psychose. Ce que je peux présenter dans ce livre peut paraître déstabilisant et un peu étrange, et même hors sol, mais enfin, parfois je le présente comme ça, on me regarde avec des yeux ronds, mais il faut préciser que ce n'est pas hors sol, c'est-à-dire ça s'est travaillé dans des circuits peut-être un peu isolés, clos, avec des quantités de collègues, avec au fond une centaine de collègues, avec des équipes qui intervenaient à l'hôpital général pendant 25 ans. C'est un travail à la fois clinique donc et théorique. Et le credo psychanalytique sur le corps, c'est la conversion hystérique. C'est-à-dire que c'est des symptômes qui peuvent être levés éventuellement par une petite intervention, une interprétation. Et ça s'en va. Mais les vraies grosses maladies du corps, vous pouvez toujours lancer vos interprétations, ça passe pas. Enfin voilà, ce que je veux présenter, c'est que la plupart des maladies physiques qui encombrent les hôpitaux généraux sont des situations psychotiques. C'est-à-dire une immense catégorie nosographique. Alors, c'est pas la mode de faire de la nosographie, sauf que tout le monde en fait tous les jours. Tout le monde catégorise, voilà, celui-là il est hystérique, l'autre il est paranoïaque. Les pervers polymorphes, moi je suis LGBT, etc. C'est souvent tout et n'importe quoi. Mais en fait, c'est une immense catégorie, alors j'appelle ça la somatose. C'est un terme qui a déjà été vaguement employé à
dans quelques endroits, sans aller plus loin. Donc somatose, ou c'est en même temps un jeu de mots, mais pas du tout un jeu de mots, ou psychose somatique, qui résonne avec psychosomatique. Mais c'est pour sortir de la psychosomatique qu'il y a une espèce de flou, où on dit, voilà, c'est un peu psychique, c'est un peu, je sais pas. Par contre, le conscient nous mène chacun à partir de la question du moi, le moi qui se répand, qui s'étend. Par exemple, je partirais d'un simple mot de Lacan qui est « l'homme qui pense rêve ». Mais c'est à peu près ça l'imaginaire, on rêve. Et on dit par exemple que, dans la psychanalyse, on dit que on cherche à atteindre son but, son objet ultime, et qu'on ne l'atteint jamais. C'est vrai, les névrosés ne l'atteignent pas parce qu'ils ont des défenses extrêmement élaborées, hystériques ou obsessionnelles, chacun a sa voie, pour ne pas aboutir à saisir l'objet avec un grand O. Or, en réalité, de très nombreux sujets l'ont atteint, intégré, le possèdent, le dévorent, l'objet. Mais ça, c'est une question imaginaire. Imaginairement, ils l'ont. Par exemple, quelqu'un qui a un diplôme quelconque, qui est chef de bureau quelque part. Mais ça suffit à remplir la vie de rêve de quelqu'un. Ou trouver l'homme ou la femme de ses rêves, mais de manière absolue, ou un quelconque idéal philosophique, etc. En réalité, beaucoup de sujets imaginent l'avoir atteint. Et c'est une vie que l'on considère, que l'on qualifie de normale. La vie se déroule, délicieuse, d'une certaine façon, avec ses difficultés, mais enfin, il y a quelque chose là qui remplit, au sens propre, qui remplit la vie et l'imaginaire. Et il se trouve qu'il y a des circonstances, mais enfin, pour le dire crûment, c'est un état unaire ou psychotique en réalité. C'est un état délirant. C'est un état qui comporte la mégalomanie. C'est un état délirant. Alors, unaire, il faudrait développer la question de l'unaire, ça a été un peu avancé par Lacan, mais pas tellement développé. Quand on dit unaire, on pense souvent au trait unaire. C'est justement le contraire. Le trait unaire vient trancher la conception imaginaire de l'un totalisant. Je te narine, je te chevelure, je te hanche, tu me hantes, Tu me hantes. Tu me hantes. Je te poitrine, je buste ta poitrine, puis je te visage, je te corsage. Tu m'odeurs. Tu me vertiges. Tu glisses. Tu glisses. Je te cuisse, je te caresse, je te frissonne. Tu m'enjambes. Tu m'insupportable! Je t'amazone, je te gorge, je te ventre, je te jupe, je te jartelle, je te bats. Je te bac. Je te bac pour clavecin, sein et flûte. Je te tremblante. Tu me séduis, tu m'absorbes, je te dispute. Je te risque, je te grimpe, tu me frôles, je te nage, je te nage. Mais toi, tu me tourbillonnes. Quelques résultats d'une enquête que j'ai menée au cours des dernières années
sur des personnes atteintes d'une maladie chronique de la peau qu'on appelle le psoriasis. Alors, petite mise en contexte, c'était dans le cadre de mon habilitation à diriger des recherches, où je suis passé du champ de l'anthropologie religieuse au champ de l'anthropologie de la santé. Et je me suis intéressé à des personnes atteintes de cette maladie chronique. En fait, j'ai décidé de m'intéresser à cette maladie chronique le jour où ma fille s'est réveillée couverte des pieds à la tête de psoriasis. Et je me suis dit, en tant que parent, qu'est-ce que je peux faire? Ma seule compétence, c'est faire de l'anthropologie. Donc j'ai fait l'anthropologie de la vie avec le psoriasis. Alors c'est quoi les savoirs expérientiels? De manière très simple, on peut dire que ce sont les savoirs issus de l'expérience ou de la vie avec la maladie. Et on parle d'ailleurs d'expertise patient. Et l'expertise patient, c'est pas qu'ils puissent remplacer le médecin. Les médecins sont les experts de la maladie, mais les patients, en tout cas certains d'entre eux, sont les experts de la vie avec la maladie. Alors on peut les définir très simplement depuis la sociologue Borkman dans les années 70. Ce sont des savoirs individuels, c'est-à-dire propres à chacun. Ils sont holistiques, ils portent sur tous les aspects de la vie avec la maladie. Ils sont situés, c'est-à-dire qu'ils répondent toujours à des situations bien précises, et pragmatiques. Ça veut dire qu'ils sont développés par ces personnes parce qu'ils servent à quelque chose. Quel est l'objectif? En gros, c'est comprendre quel changement la maladie induit dans les modes de perception de son propre corps. Ça va? Tout le monde a compris? Sinon, n'hésitez pas à me dire « je ne comprends pas ». En gros, c'est explorer ce qu'on peut appeler les apprentissages sensibles de personnes atteintes de psoriasis et décrire ce que fait le psoriasis à la sensibilité des personnes qu'il touche. Et ce que ces personnes font en retour de la manière dont la maladie les affecte. La première chose, c'est aussi cette histoire que la peau et la carapace aussi. C'est l'histoire de la carapace, c'est-à-dire qu'au fond, la peau devient le siège de quelque chose, peut-être aussi de la relation à l'autre. Et donc ça m'amène au deuxième point, c'est la théorie de l'énonciation. C'est-à-dire qu'au fond, la maladie, le psoriasis, peut être considérée comme un énoncé et peut devenir une position énonciative, enfin une position d'énonciation. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que, et tu précises bien qu'il n'y a pas une continuité, il n'y a pas il y a pas quelque chose de linéaire dans l'évolution. Il y a une coexistence, il y a une synergie, il y a peut-être des allers-retours possibles, et donc ça fait aussi le lien avec l'intervention de Wuchang autour de la plasticité et de la réversibilité aussi, de l'état des choses et du maniement de la jouissance. Je m'appelle Vinet Nguyen, donc je suis kinésithérapeute orthésiste et je travaille à l'hôpital Pasteur II dans le service du professeur Camusard, donc chirurgie réparatrice de la main et du SOS main au CHU de Nice. Alors, le syndrome douloureux régional complexe de type 1. Alors ça, je trouvais ça très intéressant de vous présenter parce que c'est une pathologie qui est très peu connue en fait du grand public et qui est un peu la hantise à la fois des chirurgiens et des rééducateurs. Alors comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de tableaux cliniques avec beaucoup de symptômes qui peuvent être plus ou moins présents et qui peuvent même changer au niveau de l'évolution de la maladie. Alors on peut avoir des troubles sensoriels. Donc déjà, il y a une douleur qui est constante, qui est permanente. Alors cette douleur, elle peut être des brûlures, des élancements, et souvent les patients, ils vont vous dire qu'ils sentent comme si leur membre était dans un étau. Ils ont aussi des hyperalgies et aussi des allodynies. Alors les allodynies, c'est une douleur qui est provoquée par un stimulus qui est indolore. Et ça, par exemple, c'est juste frôler la peau avec n'importe quoi, ou des fois même juste un souffle leur crée une douleur. On peut on peut aussi avoir des troubles vasomoteurs, donc une différence de température ou de coloration. Donc là, on voit que, par exemple, le pied il est plus chaud, il est rouge, mais aussi on peut avoir un pied qui va être froid et bleu. On peut aussi avoir associé des troubles sudomoteurs et œdème, donc une hypersudation avec un œdème associé qu'on peut voir en bas, ici en bas à gauche. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse dans ma profession, c'est les troubles moteurs hétrophiques,
c'est que souvent on a une faiblesse musculaire avec une diminution de la mobilité. Et tout ça, ça entraîne souvent une sous-utilisation du membre, voire carrément une exclusion du membre. Alors, l'épidémiologie de cette maladie, les études, elles sont pas pauvres, elles sont très pauvres. On n'a que quelques-unes, parce que déjà, c'est une pathologie qui est un peu rare, mais moi je pense qu'elle est quand même sous-diagnostiquée. Donc, suivant les études, on peut retrouver de 5,45 cas à 26,6 cas pour 100 000 habitants. Par contre, ces études nous permettent de tirer des tendances. Donc, on peut voir qu'il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes, que ça touche plus le membre supérieur que le membre inférieur, que 50% des cas sont suite à une fracture. Et ça, ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que nous, souvent on dit que c'est souvent un patient psy qui développe cette pathologie-là. Et bien, on n'a pas retrouvé de profil psychologique ou psychopathologique qui en est sorti. Les patients sont quand même assez anxieux, ils ne savent pas trop ce qu'ils ont, ils ne comprennent pas trop pourquoi ils ont ça. Les médecins leur disent souvent ça va durer longtemps, donc ils ne savent même pas combien de temps ça va durer, et ils disent comment ils vont évoluer. Donc cette anxiété, elle va forcément augmenter la douleur, qui va altérer le pronostic, et qui va donc augmenter encore l'anxiété, et ainsi de suite. Donc ce qu'ils ont pu trouver dans tous les patients qui avaient par exemple un SDRC justement, c'est qu'ils ont pu trouver par exemple là, en bas à gauche, que l'air de la main se rapprochait de l'air de la lèvre. Donc il y a vraiment un mouvement comparé au côté sain. Et même au niveau de la main elle-même, on voit un rapprochement de la zone du pouce et de la zone de l'auriculaire, de 50%. Et ce qu'ils ont pu prouver, c'est que plus la distance est grande, et plus la douleur est importante. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que même d'un point de vue central, d'un point de vue, on va dire, au niveau du cerveau, on a quand même une altération du schéma corporel, et même on a une altération du schéma de l'organe lui-même. C'est pour ça que, voilà, en fait, la prise en charge, nous, rééducative, est très simple, c'est qu'on va essayer juste de récupérer les amplitudes. Mais à la base, c'est la douleur qui justement les paralyse, si je puis dire. Et après, pour répondre, alors, le traumatisme, nous, dans notre cas, c'est un traumatisme qui va être physique. Mais alors, c'est un peu compliqué parce qu'on le voit, le syndrome de Pollmann, par exemple, on le voit chez les hémiplégiques. Donc, ce sont des patients qui sont complètement paralysés. Ils vont avoir ce qu'on appelle une subluxation parce qu'il n'y a plus les muscles de la coiffe du rotateur qui vont suspendre l'épaule. Et on sait pas. Et après, pourtant, plus tard, ils peuvent développer aussi ce syndrome de l'organe complexe. Donc, le traumatisme, il est physique. Après, c'est sûr qu'il doit y avoir des facteurs qui influent sur ce traumatisme. Mais le problème, c'est que c'est une pathologie qui est assez rare, qu'on ne diagnostique pas souvent. Et deuxièmement, donc les études sont pauvres. Après, c'est quelque chose que les chirurgiens n'aiment pas du tout. Et souvent, bon, j'espère qu'on n'a pas d'amis chirurgiens dans la salle, mais ils bottent un peu en touche et ils disent ça va durer 1 an. Voilà. Alors, pourquoi 1 an? Oui, voilà, on botte en touche, ça va être long, ça va être 1 an. Donc le syndrome régional douloureux complexe est une affection qui survient après un traumatisme. Mais de quel traumatisme parle-t-on? Un traumatisme... Parce que c'est un peu la question. C'est-à-dire que je remarque qu'il y a quand même une analogie entre certains termes qu'on peut utiliser dans le champ somatique ou dans le champ clinique, enfin dans le champ psy. Notamment, mon ostéo, il parle de décompensation, par exemple. Le corps pourrait décompenser. On parle aussi d'une sidération des muscles. Et donc, cette question du traumatisme, ça me semble intéressant peut-être d'y revenir, parce que vous avez commencé par ça, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, que la vie que mène le patient, ça a une influence aussi sur sa capacité à guérir, la capacité peut-être de ses tissus à bien se remettre entre eux. Et moi, ça m'évoque la question un petit peu, on pourrait dire, libidinale, c'est-à-dire la capacité de liaison dont est doté tout psychisme sain. Peut-être que dans certains cas ou dans certaines épreuves de la vie, cette capacité de liaison, elle est mise à mal sur le plan psychique, mais aussi peut-être que ça a une incidence au niveau physiologique.